Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 156e numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighter Club qui va revenir sur le choc du week-end passé entre Ciryl Gane et Jon Jones à Las Vegas pour la ceinture des lourds de l'UFC. Et un choc qui a fait pchit pour le MMA français avec la défaite de Ciryl Gane en 2 minutes contre la légende Jon Jones. Avec moi pour débriefer ce combat aujourd'hui, mon compère du Fighter Club, toujours là avec moi, boxe ou MMA. Et tout récent, depuis hier, vainqueur de la Coupe de France, Nogi CFJJB, en catégorie 67 kg. Donc au-delà d'être la pépite de l'AEF, il gagne des Coupes de France de Jiu-Jitsu maintenant. Alors je tiens à vous préciser qu'avant, il m'a quand même dit je suis champion de France. Non, t'as gagné la Coupe. Hein. Si l'OM gagne la Coupe, ils n'ont pas gagné la Ligue 1, mon Joe. Bonjour Jonathan Macardy. Salut Herbie. Bravo quand même, bravo pour ta performance du week-end. Et puis performance qui vient de notre autre invité du jour, deuxième fois qu'on le reçoit et on est ravis de le recevoir pour débriefer ce gros combat entre Ciryl Gane et Jon Jones, le patron et le head coach de la Gracie Bar à Paris, monsieur Julien Cazzi. Bonjour. Merci, bonjour à tous. Il a été bon ce week-end, Joe? Il a été très bon. Faut lui dire qu'il a combattu blessé, il a combattu malade et que malgré tout il avait un game plan hyper smart et on pourra revenir dessus. On n'est pas là pour débriefer sur ça parce c'est le gros combat du week-end, il a Julien, été très intelligent. Et je tiens juste à préciser que l'OM ne gagnera pas la Coupe de France cette année. Non plus, c'est vrai, tu as bien raison Julien, tu as bien raison. Et on va débriefer l'autre gros combat du week-end donc, qui était à Las Vegas. Il n'y a pas eu de débat. Pas eu de match, 2 minutes et puis c'est tout. 13 mois après avoir buté sur Francis Ngannou, Ciryl Gane a encore vu son rêve de ceinture incontestée des lourds de l'UFC s'écrouler ce week-end à Las Vegas. Face à la légende Jon Jones, de retour dans la cage après 3 ans d'absence, mon gamin n'a pas existé, battu sur soumission dans le premier round sans avoir rien montré. Bones règne sur une nouvelle catégorie et ne laisse plus beaucoup de doutes sur les débats du plus grand de tous les temps. La chute est dure, cruelle, mais la réalité des lacunes au sol a rattrapé le clan du combattant français. Comment se remettre de l'échec? Qu'est-ce qui a raté dans ce combat? Gane doit-il changer des choses pour atteindre les sommets? Le RMC Fighter Club débriefe l'UFC 285 et la démonstration de MMA de Jon Jones face à Ciryl Gane. Le bon gamin de La Roche-sur-Yon arrive dans cette arène chauffé à blanc. The champ is here. On ne peut pas mieux vous le présenter. Le champion est là. Le champion est de retour. C'est parti, Jon Jones avec ce short Premier noir de Jon Jones, et Ciryl Gane, short bleu. Attention à la droite, le bras arrière de Jon Jones qui est passé. Ciryl qui bouge beaucoup. Bien ce jab de Ciryl. Il essaye de l'enfermer contre le grillage, Jones, pour pouvoir le bloquer derrière et mieux lutter. Et on demande dans le coin de Ciryl de préparer l'uppercut parce qu'on sait que Jon Jones veut rentrer. C'est bien Ciryl, tel un escrimeur qui met quelques coups. Il attendait et la tentative d'amener au sol. Il attendait Jon Jones amène Ciryl au sol. Allez, il faut travailler sur la saisie. Il est à 4 pattes, il peut se relever. Il peut se relever encore. Jones qui fait pression de tout son poids. Et il l'amène au sol. Il est assis par terre. Il est assis par terre. Et c'est sa sortie, lui en montée à et l'attaque en guillotine. Ça, c'est pas bon. Faut travailler sur la saisie. Travailler sur la saisie des mains, Ciryl. Voilà, regardez la position de Jones, il est quasiment en montée. Voilà, il faut penser à ça. À dégager ses jambes, Ciryl. Et il faut. Il a tapé. Il a fait taper en 2 secondes. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien vu venir. L'anaconda Jon Jones s'est imposé. Le retour du GOAT. C'est pas vrai. Ce choc, Jon Jones vient de climatiser le camp français, alors que la salle, elle est en ébullition. Merci à notre producteur Max Sabolin pour cette petite prod, le cri de la chèvre, le cri du GOAT de Jon Jones à la fin. Il l'avait préparé celle-là, hein. Tu pouvais savoir qu'il l'avait en tête, qu'il allait gagner, passer au micro et loin. Voilà, et pouvoir balancer ce cri de la chèvre du GOAT. C'est l'ironie de l'histoire, mais on a presque pu mettre tout le combat dans la prod, puisque c'est un combat qui a duré que 2 minutes, donc vous avez pratiquement tout eu dans ce résumé. Et l'ironie, c'est qu'à la fin, c'est Jon Jones qui a dansé sur l'octogone. On a parlé toute la semaine de Ciryl Gane qui dansait de sa décontraction légendaire et qui fait sa force aussi. Mais à la fin, c'est Jon Jones qui a dansé. Il a bien prouvé qu'il était le GOAT. Joe, Julien, on voulait t'accueillir aussi déjà parce que c'est un plaisir de toujours t'avoir. On aime tes analyses sur le Jiu-Jitsu, mais aussi sur le MMA global. Et puis on va décrypter cette séquence quand même de fin, voir ce qui a manqué à Ciryl sur cette séquence. Jon Jones, c'est Gracie Barra. Et Jon Jones, c'est Gracie Barra, c'est ce que j'allais dire aussi. Donc il y a une filiation, c'est l'école aussi de Renzo Gracie, le cœur de la Gracie Barra, exactement. Joe, déjà, c'était
même en réécoutant là, la prod, tu te remets les images en tête et ça reste. On l'a vu plusieurs fois. De toute façon, on a eu l'occasion de le voir plein de fois ce combat parce qu'il dure pas très longtemps pour le coup. Déjà, c'était quand même un choc. Même si on pouvait s'attendre à ce que John Jones soit John Jones, parce que c'est John Jones. Ça a duré, ça a été C'est court. un choc, quoi. Ça a été court, mais il y a plein de choses à dire. Et puis évidemment, on est Clim. choqué. Mais déjà, les premières impressions, c'est que tu sais, John Jones, après en conférence de presse, il dit qu'il se sentait un peu pâteau pour son retour dans la cage. Et il est pas tout en Et striking on au début. le Ouais. sentait. Donc les premières impressions sur les 10 premières secondes, tu dis ah, intéressant. Cyril va être dans le combat, etc. Moi, je me suis dit Et qu'il allait passer de puis- bonne soirée, Cyril. Et puis d'un coup, en fait, il y a tout qui passe de 100 à 0. Il y a le coup entre les parties là, que Cyril met à Jones, et Jones dit intelligemment en conférence de presse après qu'il a exagéré pour bien montrer à l'arbitre que il n'y aurait pas de coup un peu bizarre. Mais je pense surtout que c'était une manière de rentrer dans la tête de Cyril. Totalement. Tu vois l'expérience, ça veut dire essaie pas de me remettre une à l'intérieur parce que sinon tu vas te prendre un point de déduction. Exactement. Donc, déjà, et tes c'était- kicks qui sont une de tes armes, je t'en annule un peu Ouais. une partie en te disant, tu vois, ça, je laisserai rien passer. Mais Tout ça, de suite. ça déjà, Expérience. Ouais. c'est malin. Ça me fait penser aux plus grandes heures de Floyd Mayweather, tu sais, sur ce qui faisait semblant de prendre des coups un petit peu bas pour que son adversaire hésite à 2 fois avant de balancer des coups au corps. Donc ça, c'est très malin. Et puis après, c'est passé de 100 à 0. Mais au final, c'était un peu prévisible, quoi. Non, non, C'est mais un peu prévisible sur 2 choses. La première, c'est que on savait pas comment Jones allait revenir en lourd, mais on avait dit que s'il se mettait à lutter, vu les échos qu'on avait eu, on va y revenir après, vu les échos qu'on avait eu du camp de préparation de Cyril, ça allait être très compliqué, parce que la lutte, ça pardonne pas, hein. Mm. Faut travailler, et on sait que Cyril a pas forcément beaucoup et bien travaillé dessus, et puis au final, voilà. C'est une déception terrible, j'ai plus de mots. Julien, juste sur la déception un peu globale quand tu étais devant le combat, quand tu vois ça, pareil que tout le monde, quoi, grosse clim quand même. Hein, on pouvait s'attendre, c'est John Jones en face, tu vois, on se disait pas que Cyril allait coaster vers une victoire tranquille, mais tu t'attendais pas à un scénar aussi dur peut-être, quoi. Moi, j'avais prévu, et nombreux témoins là-dessus, soumission deuxième round. Honnêtement, moins de 2 minutes, je ne l'ai pas vu rêver. Il était pourtant évident quand on prend un posteriori et qu'on post-rationalise un peu tous les événements, qu'on se rend compte que finalement tout avait été déjà écrit à l'avance. Il avait déjà quasiment prévu comment ça allait se passer. Il l'a déclaré même. Il l'avait déclaré. Tu peux refaire le combat avec ses paroles derrière, c'est presque flippant en Et fait. il s'était déjà écrit, et il est en fait, je pense qu'il est rentré dans sa tête une semaine avant, il est rentré dans sa tête pendant les conférences de presse et pendant les affrontements, il est rentré dans sa tête au moment de l'entrée sur le ring, sur l'octogone, et Oui. il est rentré dans sa tête au moment du coup de pied. Il a cassé la séquence, Et complètement cassé la séquence. Et je vais dire ça, j'aimerais bien, et il sait que la porte lui est ouverte, j'aimerais bien qu'on ait un jour, rapidement Cyril, pour qu'il nous parle de tout ça et tout, mais je pense que rentrer dans la tête à plein de niveaux, c'est des petits détails, mais tu dois te rendre compte, même dans l'octogone, je pense qu'il s'est un peu rendu compte du truc que c'était auquel il est fait face. Quand Bruce Buffer, il fait l'annonce de Jones, moi je l'ai tout... Quand il dit « the one and only », avec John Jones devant lui qui lui sourit, t'es face à la légende, quoi, absolue, quoi. T'as toute une salle contre toi qui le huait. Là, t'es devant l'histoire et je pense qu'il a tout bon gamin qu'il est, décontracté et tout. À un moment, tu le prends dans la tête, ça, quand même, non Tu Joe rentres sur John Cena. Ouais. Mais tu le prends Bien pas dans sûr. la tête un peu, quand même Moi je pensais que Cyril était capable de passer outre tout ça avec le détachement qu'on lui connaît. Tu sais, c'est quelqu'un Il a qui est écapé très, sa force, hein. Ouais. Voilà, ça fait sa force. Le sport, il s'y intéresse pas vraiment. Je pense honnêtement que Jones, il savait qui c'était, mais il se rendait pas compte non plus de tout son héritage, de tout ce qu'il avait fait auparavant. Mais il n'y a pas eu de combat, voilà. Enfin, faut pas. On va rentrer dans les détails assez vite. Ouais, on va rentrer dans les détails assez vite. Je voulais d'abord, avant qu'on rentre dans les détails du combat, je voulais quand même, à tout seigneur, tout honneur, qu'on rende hommage à John Jones parce qu'il y a eu beaucoup de doutes. Ça faisait 3 ans qu'il n'était pas dans la cage. Ses dernières performances avant ça, Dominique Reyes, Thiago Santos. Même Anthony Smith. Même Anthony Smith très poussive, beaucoup voient même Reyes ou Santos s'imposer. Il y avait des gros doutes, il montait de catégorie, il a pris beaucoup de poids. Est-ce qu'on va le retrouver le même John Jones? Est-ce qu'il va être assez rapide? Est-ce qu'il va être assez puissant? Comme tu dis, Joe, sur les 10 premières secondes, enfin les 30 premières secondes, tu peux te dire, oh là, il est pas tôt. Tu te souviens, il fait son tour sur lui-même à un moment. C'est peut-être pas John Jones, en effet, tu pouvais te dire c'est chaud. Et puis au final, notamment en puissance. Déjà, il était énorme dans la cage. Moi, je l'ai trouvé. Sa présence dans la cage, elle était gigantesque. C'est le charisme. Ouais, exactement. Il y a, en plus du physique, il y a l'aura. C'est John Jones, bam, comme ça, dans la cage devant toi. Et puis la puissance, quoi. Enfin, ils ont montré que là, il a gagné. S'il a servi à quelque chose les 3 ans, c'est qu'il a gagné en puissance. Parce qu'une fois qu'il a attrapé Cyril dans son dos, là, il a joué avec un pantin. J'avais l'impression qu'il jouait avec un pantin, Julien, non? Il a été patient, il a été puissant, il a placé, il a pas over-travaillé ses positions, justement, il les a mis étape par étape, il a su switcher au bon moment.
Mais la pression, elle était très intense. La pression était très forte. Du moment où il est passé en dessous le jab, qu'il a commencé à connecter, la séquence a déroulé, mais étape par étape, amené au sol. Il a stabilisé sur le côté son body lock. Il a tenté de prendre le dos. Cyril a tourné. Dès qu'il a tourné, il a switché sa position. Il est parti sur la tête. Plaqué contre la cage. Terminé. C'était presque un livre d'instruction, quoi. C'était vraiment première étape, deuxième étape. Il y a un troll qui tourne, enfin un troll entre guillemets de la Gracie Barra, qui est mon académie depuis quelques temps, depuis le combat. C'est le programme de la semaine 8 de self-défense de Fundamental Class. C'est la séquence. C'est la séquence. Oui. Il a pris la semaine 8 de self-défense de la Gracie Barra. C'est pas pour rien que son prof, en fait, donc tout ça, et le prof en fait qui enseigne pour la Gracie Barra le fondamental Nogi. Okay. Il lui a mis le programme, mais étape par étape. Et c'est cette école, ouais, donc d'où vient John Jones. Toi, tu lui as parlé à tout ça? À tout ça, je lui avais beaucoup parlé durant la semaine avant le combat. Tout ça, donc, qui est le coach de Roberto Alencar, exactement, qui est un très très bon ami à moi, à qui j'ai beaucoup parlé justement pour déjà lui faire part de mon soutien, du fait que, étant Gracie Barra, il était évident qu'on était derrière lui et qu'on soutenait son travail. Et surtout, moi, je voulais un peu savoir où il en était parce que j'étais un peu curieux. Oui, bien sûr. Et il me disait, John travaille énormément. Il me fait, tu te rends pas compte à quel point il travaille en ce moment. Il a toujours été un peu fêtard à côté. Il me fait là, il est focus depuis des mois. Et il est complètement dédié à ça. Et qui travaille beaucoup son jiu-jitsu et qu'il aime le jiu-jitsu. C'est ce qu'il me disait, contrairement à beaucoup, parce qu'on a eu pas mal de débats par le passé avec tout ça sur ce qu'il prépare aussi Holly Holmes, il prépare d'autres athlètes. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il a rencontré les mêmes difficultés avec certains athlètes de la part du head coach qui ne le laissait pas forcément faire tout ce qu'il voulait faire. Il me dit, avec John, c'est différent. Il aime ça. Il aime le jiu-jitsu, il aime s'entraîner, il aime aller faire les cours de lutte, les cours de grappling, il en demande. Donc c'est pas juste quelque chose qu'il fait en plus pour préparer ses combats. Il fait même les cours collectifs. Il fait les cours collectifs, il a accepté de mettre une ceinture blanche, une bleue, une violette, il a passé toutes les étapes. Il y a une vraie passion. Il aime vraiment ça. Il y a une vraie passion pour ça. C'est aussi un signe, et on sait que voilà, tu nous avais donné ces petites infos dans la semaine avant, et c'est aussi ce qui nous rassurait pas, parce qu'un John Jones déterminé. Tiens, toi Joe, combien de fois je l'ai dit ça dans les émissions où on préparait? Si John Jones est déterminé, c'est-à-dire que s'il est vraiment motivé, ce qu'il n'était pas, je ne crois pas une seconde qu'il était motivé contre Reyes, Santos ou Anthony Smith, c'était une défense de titre en plus. Je pense qu'il n'a jamais été motivé comme ça depuis Cormier. Non, depuis Gustafsson. Ou Gustafsson, la revanche, pour remettre les points sur les i. Mais c'est les dernières fois où il était motivé comme ça. Donc un John Jones déterminé, qui bosse et qui va pas faire la fête, comme tu disais Julien, comme ses coachs te l'ont confirmé, là ça devient plus compliqué. C'est pas du tout pareil qu'un John Jones qui arrive et qui prend ça par-dessus l'épaule. Et on voit que quand il est motivé, déterminé, il s'amuse pas à striker. Non. Regarde, contre il Gustafsson, fait ce qu'il sait faire. Il amène au sol, il le termine au sol. Contre Cyril, pas de détails. C'est terrible, franchement. Alors après, si on doit parler de Jones, maintenant le débat, je pense, sur le fait de savoir qui est le plus grand de l'histoire, je pense qu'il est clos, parce que pour moi, c'était Georges Saint-Pierre, parce qu'après 4 ans d'inactivité, il revient à New York, il prend la ceinture à Michael Bisping. Là, Jones fait la même chose en montant de catégorie, mais tu sais que j'adore Michael Bisping, mais avec tout le respect, il prend la ceinture et c'est pas contre un combattant qui voit juste d'un œil et qui est sur la fin. C'est contre quelqu'un qui était le numéro 1 de la catégorie, qui est dans la force de l'âge, qui a une marge qui est vraiment dans son prime, comme on dit. Donc le débat est clos maintenant. Champion dans deux catégories de poids, 15 combats pour la ceinture gagnés. 16 combats pour 16 combats pour la ceinture, 15 gagnés, un no contest qu'il avait gagné quand même. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Et puis ouais, il a fait passer quand même Cyril, on va rien lui retirer, c'est un des top poids lourds au monde aujourd'hui et il l'a fait passer pour un pantin. Enfin, c'est compliqué de lui dénier cette place de GOAT et ça a fait du bien de le voir un peu de retour pour les anciens combattants. Revoir John Jones, plus rapide victoire, les gars, c'est terrible comme stat. Sa dernière victoire aussi rapide, c'est août 2010. C'est avant même qu'il soit champion des 1000 lourds à l'UFC. Ça faisait 13 ans quasiment qu'il n'avait plus gagné aussi vite. J'espère qu'on se posera la question de savoir si Cyril est un top poids lourd. C'est un peu dur. Parce qu'il ne faut pas brûler ce qu'on a aimé. Et puis moi, tu sais que Cyril, je l'adore, tu vois, humainement. Mais par rapport à l'évolution de la division et à ce que sont capables de faire les autres sur son point faible, on va se poser la question. Mais il est monté au sommet, ça on pourra jamais le retirer. D'ailleurs, là on va passer à l'analyse plus fine du combat et de ce qui n'a pas été. Allez. Mais avant ça, parce que comme on va être aussi un peu critique sur ce qu'a fait Cyril dans la cage et peut-être sur ce qui doit changer sur certaines choses, on voulait quand même, moi je tenais à mettre déjà un point pour dire que bravo à tout ce qu'ils ont fait, en effet, parce que on voit aussi sur les réseaux sociaux tourner, moi depuis samedi, depuis dimanche matin, je trouve que c'est abusé. Le nombre de gens qui essayent de détruire, je mets des guillemets à détruire, tout ce qu'a fait Cyril, tout ce qu'a fait Fernand Lopez
fondé la MMA Factory. Un grand chapeau à eux. C'était le 3e combat pour une ceinture pour Cyril Gane. Il a pris la ceinture intérimaire, il a échoué 2 fois pour la ceinture incontestée. Mais c'est des main events dans des pay-per-view. C'est un combat contre John Jones pour son retour, la légende John Jones. Ils ont monté le MMA français à des sommets qui seront jamais atteints. Cyril, c'est la plus grande star de l'histoire du MMA français et de très loin, et de très très loin, et depuis longtemps en fait déjà ça. Même dans il y a aucun nom qui lui arrive à la cheville, Cyril, dans l'histoire. Ils ont mis la lumière sur un sport que nous on adore depuis 20 ans, qui était relégué à la cave, et aujourd'hui on en parle en mainstream. Cyril, il était en couverture de l'Équipe Magazine ce week-end quand même avant son combat. Enfin, c'est fabuleux, au-delà de nous, RMC, c'est tout ce qu'on fait parce qu'on est diffuseur aussi. Mais ça rentre dans la tête des gens, ce sport. Donc chapeau pour tout ça, mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des critiques à un moment au haut niveau. Je voudrais avoir un petit mot pour Fernand. Parce que malgré les petites amabilités qu'il a pu avoir à notre égard durant la préparation du combat, puisqu'il nous écoute maintenant, on le sait, c'est pas hyper sympa d'appeler Jonathan Guignol pour une réflexion sur une clé de talon. Voilà. Non, mais pas juste pour ça, par rapport au fait qu'on disait qu'il avait de la pression, que je pensais qu'il avait de la pression, etc. Il nous a incendié. Bon, moi personnellement, Fernand, j'ai pas trop. Je sais que tu vas écouter, j'ai pas trouvé ça très, très mature et malin, mais j'espère que tu viendras dans l'émission pour en discuter. Ok, oui. Mais moi, je trouve que la manière dont les gens lui tombent dessus, c'est injuste. Le mec, comme tu dis. Si le MMA en France est devenu si populaire, c'est grandement grâce à lui. Les événements à Arès tous les mois, le fait de monter tous ces combattants à l'UFC, d'être cette porte d'entrée pour les combattants français à l'UFC, le fait de médiatiser le sport et puis aussi de se mettre vachement en avant au final, parce qu'il est pas bête Fernand, il sait très bien qu'en se mettant autant en avant, le retour de bâton peut être brutal. Et moi j'ai un peu de la j'appelle les gens à être un peu lucides sur ce que cet homme est capable de faire, notamment en termes de management, en termes de coaching, c'est une autre histoire, on va en parler après. On conclura là-dessus, mais c'est un des personnages centraux pour le MMA en France, de sa montée, de fait qu'il soit aujourd'hui en lumière. C'est le meilleur manager de France aujourd'hui de loin pour les gens qui placent à l'UFC, c'est le meilleur promoteur de France aujourd'hui, j'ose le dire sans aucun souci, avec Arès qui est la plus belle organisation qu'on a en France. Est-ce que c'est le meilleur coaching de France? Non. Et je suis pas non plus coach ni spécialiste, mais je pense pas. Et c'est là qu'on va pouvoir en débattre plus, parce qu'à un moment, toutes les casquettes, tu peux pas être le meilleur dans tout simplement. Mais vraiment, beaucoup de respect. Le message, c'est beaucoup de respect. Et ne brûlez pas quelqu'un qui est monté. Si je peux ajouter un point, bien sûr, je voudrais juste ajouter 2 choses. La première, on n'est pas forcément obligé d'être combattant pour commenter, mais il faut quand même reconnaître un truc, c'est que aller combattre John Jones dans l'octogone, il faut avoir un énorme respect pour lui, parce que faut l'accepter le combat. Beaucoup d'entre nous, moi j'ai déjà raconté mes histoires avec le MMA, beaucoup d'entre nous, on n'aurait pas supporté ne serait-ce qu'un demi-coup de John Jones. Donc se dire qu'on va y aller, mentalement, il faut quand même être armé pour ça. Deuxièmement, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Il avait un staff aujourd'hui, et moi j'ai 2 amis dans son staff, que sont Reda et Devante, qui font un travail colossal. On va en reparler. Et qui sont très bons. Et il ne faut pas remettre en question leur capacité et leur technique, parce qu'encore une fois, je les ai appelés moi après le combat. Nous, on est responsable de la préparation, on n'est pas responsable du combat. Et je leur passe un mot à tous les deux aussi à travers ça, ils ont fait un super boulot, c'est des super gars, des super combattants. Techniquement, il n'y a rien à leur reprocher. Mais est-ce que pourquoi Reda, il était dans le camp? En fait, moi je l'aime bien. Juste les gars, on va en reparler après, juste pour qu'on précise. Quel est l'intérêt? On parle de Reda Meptouche et Devante Johnson, qui sont les 2 partenaires d'entraînement de Cyril pendant son camp au sol. Reda Meptouche, il est très fort. Mais il est indéniablement un des meilleurs combattants français. Oui, il n'a pas le morphotype de John Jones et il est spécialiste de la demi-garde. C'est ça, je vais en reparler. C'est bizarre, non, un peu? Devance pas le débat de Joe, parce que je vais en parler après, parce que sur les morphotypes, c'est intéressant. Moi, on m'a dit aussi que les morphotypes, c'est pas forcément. Il faut plutôt le style de lutteur plutôt que le morphotype. Alors le style. Bon, on va en reparler après. On va en reparler après. Je voulais d'abord qu'on décrypte le combat. C'est vrai que je voulais leur passer un message aussi, parce que je sais que ça doit être dur. On est beaucoup moins exposé dans le jiu-jitsu à toute cette problématique de médias. Et je sais que pour eux, de voir toute cette déferlante depuis 2 jours que je trouve un peu abusée et peu démesurée. Mais bon, on aime autant qu'on déteste, finalement, ça doit être à cause de ça. Ouais. Et il y a un côté très français, on va pas se mentir, où on a toujours été comme ça, et ceux qui disent on est comme ça et on nous changera pas, je crois, sur plein de niveaux. Le combat en soi, les erreurs qu'il y a pu y avoir dans le combat en soi. Donc on débute debout, comme d'habitude en MMA. Première phase de striking, donc il y a ce petit coup dans les parties de Cyril à John Jones au bout de 10 secondes. On en a parlé de Joe, on n'y reviendra pas dessus. Je pense très bien joué. Très bien joué de la part de John Jones, très smart, très expérience. Ensuite, ce qui marque tout de suite, c'est à quel point ce Cyril qu'on connaît pour ses déplacements, sa mobilité, sa capacité à mettre en opposition un striking de très haut niveau et à rendre fou les gens debout, et là il se fait cadrer quand même. Il se fait cadrer très vite. John, il met beaucoup de pression, il arrive à bien le cadrer. On sent qu'il gère la distance beaucoup mieux que Cyril peut la gérer. C'est la crainte de la lutte. La crainte de la lutte, exactement. Tu sens que Cyril a du mal, il sait pas trop quoi faire, il a du mal à s'en sortir sur ça. Il s'attendait peut-être pas à ce niveau de pression de la part de Jones, de se faire étouffer et cadrer comme ça. Et là, il fait une première erreur
C'est très C'est ironique bizarre, hein. parce que c'est ce qui va mener à la soumission, mais c'est une erreur sur son point fort. On a tous dit que c'est le striking sur lequel il allait dominer Jones, et la première Mais erreur, elle vient de son il y a- striking, c'est cet enchaînement. Il met un jab au corps, puis un direct du bras arrière gauche, alors qu'il est dans cette mi-distance qui est pas du tout bonne pour faire ça, puisque si tu te rates, eh ben, tu vas te faire prendre le dos comme qu'il est ça s'est cadré, en passé. fait. Exactement, et pas à la distance à laquelle il doit la faire, qui est sa distance un peu plus loin, dont il est plus friand. C'est une première erreur, Mais Joe. moi, alors, C'est une erreur technique dont il doit s'en vouloir parce que c'est un striker d'assez bon Mais niveau, non, mais Cyril Gane, pour devenir complètement. fou de cette erreur. il y a deux choses. La première, c'est que le coup qu'il envoie où il se prend le dos, il est un peu nonchalant. Il l'envoie bizarrement et ça fait que son dos est déjà tourné. Donc évidemment, Jones fait bien le travail, il glisse en dessous, etc. Mais il y a une récurrence, hein. Rappelle-toi le début de la fin contre Francis. C'est ce coup de pied envoyé de manière un peu nonchalante aussi. Donc Cyril est un striker d'élite. Mais là, t'es à une minute de Non, combat, mais quoi. Alex, ce que je veux dire par là, c'est que Cyril est un striker d'élite, mais que sur ces deux combats pour la ceinture unifiée, bah, le début de la fin, c'est avec des coups qui sont envoyés de manière un petit peu nonchalante. Et c'est un peu triste à dire, mais j'entendais notre ami Baba en parler chez Samir et Omar. Baba, qui suit tout le circuit Muay Thai, dit que Cyril était meilleur. Le Cyril qui bat Bouganem était meilleur debout que maintenant. Meilleur en catégorie D. Meilleur en catégorie C'est C. ce qu'il dit, ouais. ouais, il était meilleur. Il faut comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il veut te dire, bien sûr que le striking de Cyril aujourd'hui est adapté au MMA. Quand il faisait du pur Muay Thai, c'est pas du tout la même chose. Enfin, tu vas chercher du pur Muay Thai. Mais ce que dit Baba, et je sais que d'autres gens dans l'entourage, pour des gens qu'on connaît dans l'entourage de Cyril de l'époque, l'entourage de Puto et de son époque Muay Thai, ils pensent pareil. Qui pense qu'il était beaucoup plus ancré, qu'il faisait plus mal, qu'il avait un meilleur striking global que ce qui monte maintenant. Et Mais c'est aujourd'hui, terrible. il est plus adapté au MMA. Il envoie ce coup qui est un peu nonchalant et il se prend tout de suite le dos. Donc, Cette prise de dos aussi, c'est là où je vais commencer à te faire intervenir aussi, Julien, sur ces détails-là. Ça m'a frappé en plus, ça tourne depuis hier. Il y a une séquence, je ne sais pas si vous l'avez vu, ouais. 2 combats avant, il y a une séquence pendant le combat de Geoff Neal et Shavkat Rakhmonov. Ouais. Exactement la même séquence. Le même bras arrière Ouais. envoyé par Geoff Neal, à peu près au même endroit. Il fait le même truc. Ça, vous voyez, corporellement, ça donne à peu près la même Il libère chose. le dessous. Shavkat essaye de prendre le dos exactement comme John Jones le fait. Et là, Geoff Neal met tout de suite l'underhook, met tout de suite le bras en dessous. Et il arrive à défendre cette position-là. Ce que fait pas du tout Cyril. Déjà, là, il y a une erreur. Il n'y a pas les réflexes que doit avoir, que montre un Geoff Neal. Réponse de base d'un lutteur, entrée underhook, réponse overhook. Toute entrée sur underhook se défend pas. La base normalement de lutte, c'est ça, c'est underhook, overhook. C'est de répondre à l'un par l'autre pour venir casser la distance et empêcher la ligne de coude de rentrer. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, juste pour ceux qui écoutent connaissent moins, c'est quoi underhook, overhook En fait, quelques mots. quand il va venir chercher, lui, par l'intérieur, justement pour passer sous le bras de Cyril, Sous les selles. sous l'aisselle, Cyril aurait dû passer par-dessus son bras pour le reprendre et empêcher le coude de franchir en fait la ligne hanche-épaule, pour pouvoir vraiment bloquer cette entrée et empêcher l'accès. Il a choisi de se tourner. Ça, c'est des réflexes qu'il n'a pas, tu penses Réflexe de lutte. Normalement, ça, c'est un réflexe qui est typiquement comme le sprawl, comme l'entrée sur la défense de jambes avant et autres. C'est des réflexes de lutte qu'on a pratiqué, drillé. Donc c'est la répétition en fait. C'est la Parce que, répétition. C'est en même plus, l'échauffement en lutte. C'est l'échauffement en lutte. on est en début de combat, donc je peux pas croire une seconde qu'il soit pas lucide. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Non. je pense qu'il a encore assez de... Ça, c'est juste que c'est un réflexe qui n'est pas ancré, qui n'est pas marqué en fait dans son ADN de combat et qu'il n'a pas encore complètement en tête. Oui, et d'ailleurs lui-même le dit, hein, qu'il est lucide encore. Enfin, il y a pas de mode D'ailleurs, de- je trouve qu'il le dit un peu beaucoup, qu'il est lucide. on va reparler aussi de la façon dont il a abordé l'après aussi. Est-ce que tu peux ensuite nous continuer cette séquence, donc nous expliquer un peu à quel niveau il y a des erreurs dans toute cette séquence? Donc on continue. John, il y a eu cette erreur en striking de Cyril. John lui prend le dos et là on va commencer cette séquence où il l'amène au sol. Il choisit en fait de le cadrer et l'avantage c'est que le cadrage il a commencé bien en amont. C'est-à-dire que comme il l'avait cadré contre la cage dès le début, quand il choisit en fait de tourner, Cyril n'a pas le choix de tourner. C'est-à-dire que s'il tourne, il est contre la cage, s'il fait face, il n'a pas le réflexe de faire face. Donc il choisit de se tourner aux 3/4, ce qui lui permet de le descendre avec son body lock. Il vient verrouiller main sur main, il le descend au sol et il attend de 3/4. Il est 3/4 derrière lui et il attend. Il attend de savoir si Cyril veut monter, va chercher à tourner ou va éventuellement accepter la position. Cyril intelligemment pour le coup choisit de monter en se disant je vais pas me faire finir au sol. Il veut monter pour empêcher la prise de dos. Je pense qu'il espérait prendre le clinch contre la cage et pivoter en bloquant les mains. Et c'est à ce moment-là en fait que John rentre la jambe pour l'amener au sol. Je pense que Cyril à ce moment-là s'est dit je vais me faire prendre le dos. Hors de question que je me fasse finir en rear neck choke et me faire prendre le dos. L'autre il a des segments énormissimes. Si le premier crochet rentre, que le deuxième rentre, il va rentrer une seat belt, donc par-dessus l'épaule, impossible. Donc il a choisi de refaire face. Et c'est à ce moment-là que John le renvoie contre la cage, parce qu'il a toujours continué ça contre la cage. Et ça renvoie d'ailleurs à une discussion qu'on avait eue avec Aldric il n'y a pas longtemps, le catch control. Il lui a mis ça en lutte, en catch control.
il l'a descendu, avancé les hanches et il a attaqué la tête. Logiquement, il a commencé à attaquer la tête une fois, c'est pas passé. Il a donné 2-3 coups pour ouvrir un peu. C'est là que Cyril fait une autre erreur, c'est de pas bloquer la main. Il aurait dû bloquer la main, ne serait-ce que pour empêcher les coups. Il rentre de nouveau la tête et il a armé une guillotine. Il lui fait une 10 fingers guillotine, tout ce qu'il y a de plus classique en rentrant les mains. Donc, qu'est-ce que Cyril aurait pu mieux faire? En quoi il aurait pu mieux défendre là? On va faire une Julien, petite vidéo d'ailleurs en tant après que- pour ouais. les réseaux sociaux. C'est toujours facile, bien sûr, de le dire. Bien sûr, mais là, donc je demande au coach de JJB. Maintenant, je pense que, bon, déjà, on l'a déjà dit, le cadrage de base, il aurait dû faire attention parce que la distance par rapport à la cage était négative pour lui. Deuxièmement, son entrée en fait en striking a fait qu'il a ouvert cette étape, il a bloqué underhook, overhook, il n'a pas eu ce réflexe. Ensuite, il a choisi de se tourner. Pourquoi pas? Mais il aurait dû défendre les mains. Défendre les mains tout de suite pour empêcher les mains de venir le cerner. Et au lieu de défendre les mains, il a choisi de bouger. Il a bien contré le crochet, ça, indéniablement, il l'avait bien fait. Le crochet de la jambe. Le crochet de la jambe. Mais derrière, en fait, après, il a laissé dérouler complètement l'amener au sol. Dès que Jones a eu l'intelligence de switcher sa position, Cyril n'a pas switché sa défense. Il est resté de face et il l'a regardé faire. Après, il n'a pas défendu, en fait, techniquement. Je ne veux pas faire de comparaisons qui ne le sont pas, parce qu'encore une fois, Cyril, c'est un athlète de haut niveau, mais ça me rappelle pas mal de combattants qui, une fois pris en guillotine, essaient juste de rentrer le menton et de se dire ça va passer, ça va passer. Non, il faut défendre les mains. Si les deux mains ne sont pas ensemble, il ne peut pas finir. S'il n'est pas contrôlé contre la cage, il ne peut pas le finir. Il faut absolument, en fait, qu'il empêche cette connexion. Et à aucun moment, il empêche les connexions. Joe, je t'ai vu aussi, j'ai vu passer aussi certains de tes messages sur les réseaux depuis le combat et beaucoup de gens qui débattaient sous ça aussi, sur la papillon. Est-ce qu'il peut... Pourquoi? C'est une question qu'on peut poser à Julien. Moi, j'ai pas compris pourquoi il rentrait pas, il acceptait pas la position et il essaie pas de rentrer ses crochets, surtout quand il sort de la première. Tu peux rappeler c'est quoi la papillon juste pour nos C'est éditeurs? rentrer 2 crochets avec ses pieds derrière les genoux de John Jones pour recréer de la distance et pour justement empêcher Jones d'avancer sur lui et de l'attaquer. Donc là, on parle quand il est face à lui, dos à la cage. Je pense que vu ses réflexes de lutte et de grappling, et encore une fois, je ne remets pas en question le travail de ses coachs de grappling, mais je pense que la papillon, la butterfly guard, le shoulder crunch, tout ça, ça lui parle pas. En fait, il les a pas ancrés. Donc Parce pour que lui, tu te rappelles Conor McGregor contre Habib sur le premier round où Conor a un premier round très honorable. C'était une bonne manière de défendre justement la pression de Habib sur son coup. un combattant qui fait ça très très bien, c'est Abdul. Oui. Abdul, Abdul, oui. il le fait particulièrement bien pour le coup. Rentrer une butterfly pour venir défendre. Mais peut-être qu'Abdul d'ailleurs aurait été un bon partenaire pour Cyril pour ça, Ça, pour le coup. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas ce réflexe-là. Il n'était pas partenaire, c'était le remplaçant pour le main event. Petite dédicace au compte The Vol, qui est Ah la oui, vidéo oui. extraordinaire d'imitation de Clément Marcoux. Ouais. Mais pour le coup, il aurait en fait, Cyril, vu son background de lutte et de grappling, il faut aller chercher simple. Aller chercher un shoulder crunch ou une butterfly guard quand t'as pas de background et pas d'expérience et pas de réflexe, on est même au-delà de la technique. Pour Mais lui. tu trouves ça normal pour quelqu'un qui combat pour la ceinture de l'UFC de pas avoir ce genre de base? Moi, je trouve qu'on aurait pu au minimum lui inculquer le travail de connexion. Tu prends pas une clé, tu prends pas une guillotine si les mains sont pas connectées, si tu peux rester bloqué. Ne serait-ce que le minimum de ce qu'avait fait à l'époque Conor face à Annette. Bloquer, empêcher, se relever. Pas plus. Et ça, il l'avait pas. Il avait bien compris qu'il fallait se relever, mais il n'a pas les outils pour se relever. Et je vais être direct sur une question, mais c'est des réflexes que toi, des élèves ont à quel niveau? Tu vois, les réflexes qu'il n'a pas eu là, c'est des réflexes de ceinture bleue, de ceinture... Une butterfly, une bonne bleue. Blanche. Oh, parce que t'étais dur quand même. Non, faut pas être... Ouais, c'est pour ça que je voulais... Une bleue. Une bleue. Ok. Ouais, donc c'est ça, c'est aussi ce retard cumulé. Parce qu'on va rappeler aussi un truc qu'on rappelle peut-être pas, enfin qu'on en a rappelé assez fortement là, mais dans ce débat qui est important à rappeler, Cyril, il commence les sports de combat à 24 ans, le Muay Thai. Il commence le MMA à 27. Je ne dis pas Il a par là 33. que Cyril est ceinture bleue, je dis juste que... Non, bien sûr. Je pense Mais qu'en top position, il doit certainement avoir un gros niveau et indéniablement. C'est vrai qu'en bottom position, on sait qu'un poids lourd, de toute façon, mis sur le dos, ou mis cul au sol, pardon pour l'expression, mais il a du mal en fait. C'est toujours délicat pour eux. Il y a très peu de lutteurs de Jiu-Jitsu poids lourd qui sont confortables sur le dos. Feu Orlando Sanchez était très à l'aise, Verdum est très à l'aise, mais il n'y en a pas 150. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, le minimum qu'on leur demande, c'est d'être capable de bloquer, de remonter. Et bloquer intelligemment pour pas prendre de coups. Mais quand John il a commencé à voir que les deux coups ils passaient crème, que la main n'était pas isolée, il s'est dit, de toute façon, la tête est bloquée par la cage. Le buffet à volonté, là. On y est, c'est ouvert. Voilà, juste Alex, il y a un truc qui est terrible. Moi, je trouve, c'est que il y a la première tentative de guillotine, il sort un peu parce qu'elle n'est pas ajustée, etc. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait, il lui redonne tout de suite la tête. Ouais. Et tu sais, j'en parlais avec Julien dans l'ascenseur, ça me fait penser parfois quand il tourne avec nous.
Moi, souvent, j'ai un défaut que j'essaie de corriger, c'est que j'ai souvent la tête un peu en avant. Quand Julien il voit que j'ai la tête un peu en avant, il met une grande tarte derrière la tête et puis il m'en met une de guillotine. Mais je m'en prends pas une deuxième. Hein. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a, Oui, comment on dit, c'est ça si réveille. tu commets une erreur une fois, ça va, mais deux fois, c'est que t'es un idiot. Oui. Je dis pas que Cyril est un idiot, mais c'est ça qui m'a choqué, c'est qu'il se la prenne la deuxième fois alors qu'il était sorti. Et le chin trap, après, il était parfait. Il lui a mis ma main sur le menton, il a verrouillé avec l'épaule, la cage a fait le travail derrière. Ouais. Fini. Ouais, bah, après, face à un John Jones, ça pardonne pas ça. Mais là où je disais, et quand je rappelais que c'est quelqu'un qui a commencé très tard, MMA seulement à 27 ans, qui est une sorte de météorite dans sa carrière, en 4 ans et demi, il est arrivé au sommet et a affronté John Jones, c'est que Jones le rappelait en interview. Moi, je lutte depuis que j'ai 12 ans. Tous les grands mecs dans ces sports-là, ils ont commencé à l'adolescence, ou, enfin, tu vois, et ils ont des années de pratique. Alors, ma question, elle était dans le sens, tu peux faire du travail pour défendre des choses, pour avoir au moins le minimum de réflexes qui font que tu vas, dans certaines situations, t'en sortir un peu. Mais on est d'accord que globalement, c'est irrattrapable quand même. Enfin, il a des années d'avance, John Jones, sur Cyril. Je regardais une vidéo hier qui passait encore une fois sur tous les réseaux, qui montrait Khabib qui invitait Cyril à aller s'entraîner. Et quelqu'un disait en 2-3 mois avec Khabib, il va le reprendre. Non, non, non. 2-3 mois. 2-3 mois, même pas en 2-3 mois. Et tout Khabib est-il Il va lui falloir 1 année, 2 années minimum pour commencer à ancrer quelques réflexes, mais des réflexes simples. Mais commencer à avoir des choses où la tête, elle est prise, on enfonce la tête, on déconnecte les mains, et des choses comme ça. Et c'est pas en 3-4 ans, comme ça, rapidement, en faisant une fois de temps en temps, qu'on peut l'ancrer. Le débat est exactement le même pour un striker. Combien de jiu-jitsuka sont entrés dans la cage, dans l'octogone ou sur un ring par le passé, et se sont retrouvés, en fait, complètement perdus au premier coup? C'est la même chose. Les réflexes, il faut les ancrer, il faut du temps, il faut de la pratique, il faut de l'envie, il faut aimer ça. On en revient toujours à ça, il faut aimer ça. Et il y a ce feeling, moi j'ai vu passer cette réflexion aussi qui est très intéressante, du fait que on sent bien qu'il est perdu, Cyril, c'est-à-dire qu'il n'a pas ses réflexes, il ne sait pas ce qui va se passer, il ne sait pas anticiper ce que va faire Jones, et Jones arrive à dérouler comme on disait tout à l'heure, son livre d'instruction, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Et j'ai cette réflexion de se dire que un striker, il a jamais ce feeling-là, quoi. Il a pas ce feeling du grappleur que le grappleur a, ce petit temps d'avance, ce petit truc de sentir les choses parce qu'il l'a vu 1000 fois, 10 000 fois à l'entraînement. Tu peux l'acquérir, mais tu l'as pas de base. On est d'accord. Ça va mériter un travail d'heures et d'heures et d'heures et d'heures de répète. On est d'accord. Faut aimer, faut répéter, faut travailler. C'est pas à l'instinct. C'est pas à l'instinct. Mais après, certains aiment. Moi, j'écoutais Cédric Doumbé récemment qui disait qu'il aimait beaucoup la luta et qu'il aimait beaucoup s'entraîner. Comme ça, on dirait pas que je fais de la propagande pour le jiu-jitsu que. Voilà. Ouais. Mais il a l'air d'aimer ça aussi. En fait, c'est un sport qui est addictif, donc normalement, les gens, soit ils accrochent, s'ils accrochent vite et ils ont envie d'en pratiquer. Là, j'ai l'impression que de ce que j'ai vu, en tout cas, il n'y a pas cet amour. Il n'y a pas cet amour. Mais ça ouvre, et c'est là où on va ouvrir le débat qui est intéressant. C'est déjà, est-ce qu'il est, on l'a rappelé tout à l'heure, il a eu dans son camp des amis à toi, notamment Reda Mevtouche, Devontae Johnson, Bones, l'américain, deux jujitsuka de très haut niveau. On va tout de suite mettre les points sur les i. On parle de niveau champion du monde. Voilà, c'est du gros talent. Quand tu es en cours avec ces mecs-là, il n'y a pas de souci, tu vas apprendre des choses et tu vas apprendre des choses qui servent. Sauf qu'on sait bien, il l'a dit lui-même pendant la semaine d'avant le combat, même quelques semaines avant encore, qu'il ne s'entraîne que quand il a un combat. Cyril Gane, il l'a dit. Donc ce combat a été annoncé le 14 janvier, donc il a eu 1 mois et demi pour préparer John Jones. Si on reprend ce qu'il dit, Cyril Jones, depuis janvier 2022 et la défaite contre Ngannou, son combat contre Tai Tuivasa, il a été officialisé le 15 juin 2022 pour le 3 septembre. On l'avait su 1 mois avant. En gros, le 15 mai, on savait qu'il affrontait Tuivasa. Donc même si je lui accorde le fait que depuis le 15 mai, il s'entraînait parce qu'il savait qu'il allait affronter Tuivasa. Les gars, vous croyez qu'il a fait beaucoup de sol pour Tuivasa? Pour Tai Tuivasa? Je pense pas qu'il y ait beaucoup de sol qui a été fait. Et il s'entraînait pas avec Reda à l'époque? Non. C'est pas l'idée. Enfin, Tai Tuivasa, c'est un bagarreur de bar comme Derrick Lewis qu'il avait affronté. Tu vas aller à la bagarre. Donc je pense que le sol, il l'a travaillé comme ils le travaillent tous, mais pas à fond. Ce qui voudrait dire, les gars, que depuis Francis, où on avait vu quand même des lacunes en défense de lutte. C'était il y a combien de temps? Il y a 1 an. Donc en janvier 2022. Ouais. Ce qui voudrait dire qu'il n'a travaillé vraiment le sol et la défense de lutte, tout ça, que 1 mois et demi vraiment à fond. Mais ça suffit pas. En 13 mois, moi ça me paraît. Devonte est arrivé après les Europes. Parce qu'il combattait. Et en plus, Devonte n'est pas là tout le camp, on est d'accord? Non, il est arrivé après les Europes. Il est là parce qu'il y a les championnats d'Europe à Paris. Fin janvier. Dernière semaine de janvier. Ouais. Donc c'est même pas parce que je sais que c'est sa nature, Cyril, et qu'on le changera pas. C'est pas quelqu'un qui va charbonner à la salle tous les jours et tous les matins, même quand il a pas de combat. C'est sa nature, il est comme ça. Mais les gars, ça vous paraît pas fou d'avoir travaillé depuis Francis, d'avoir vraiment travaillé à fond le sol que pendant 1 mois et demi? Je vais te dire ce qu'il avait une main cassée. Je vais dire ce qu'il Et en plus, il avait une main cassée depuis Paris, donc ce qui en plus rend difficile le travail. Oui, pour les blessés. Ouais. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est Fernand qui, après le combat contre Francis, dit je vais vous ramener des c'est de la com, etc. Alors le problème, c'est que ça lui est retombé dessus et que maintenant il dit qu'il a pas dit ça.
Malheureusement, il y a des Internet vidéos, Internet ne pardonne pas, quoi. Internet est invaincu, comme on dit. Donc, le travail qui avait été annoncé n'a pas été fait. Le vrai souci, c'est que tu Est-ce vois... qu'il en a vraiment Non, envie, mais hein, Cyril hein. Je suis pas sûr. hein. Regarde le combat entre Makhachev et Volkanovski. Volkanovski, ça fait pas 6 mois qu'il est avec Craig Jones. Hein. Ça fait des années qu'il s'entraîne avec lui dès qu'il peut. Ouais, dès qu'il C'est peut, un ouais. travail qu'il a entrepris, un travail de fond, et qu'il a entrepris même quand il n'affrontait pas des lutteurs, même quand il n'avait pas des lutteurs en face de lui. Il prépare ça depuis des années. Le mec a été assez intelligent pour se dire, à un moment donné, je vais être face à un mec qui va être très fort en grappling, et à ce moment-là, je devrais être prêt. Volkanovski, il était avec Craig Jones même pour préparer ses combats contre Max Holloway. Tu vois ce que je veux Je dire suis d'accord. Et Max Holloway, il a jamais amené personne au Craig sol. nous en Hein. avait On pas- voit peut-être Thierry Rodriguez. Craig une fois, nous en mais- avait parlé quand on l'avait reçu dans l'émission, de bien nous dire, ça fait plein de fois qu'on se voit, depuis des années qu'on se voit, et que dès qu'il y a une possibilité, Volkanovski... Il reste un mois, voilà, 2 mois, Volkanovski allait il travailler fait avec que lui. ça, quoi. Rappel d'ailleurs, mais petit clin d'œil à ceux qui se souviennent de quand on l'a reçu, c'était il y a à peine un mois, il nous parlait, on lui avait posé une question sur Cyril et il disait s'il ne s'est pas buté que à la défense, même pas le schéma défense. offensif, hein, même pas schéma offensif sur son dos, juste défendre et pas se faire amener au sol et défendre toutes les possibilités qu'il y a de soumission contre lui. S'il n'a pas fait ça pendant des mois, il nous avait dit c'est chaud pour lui. Bah, on en a eu aussi la preuve. Contrôle intérieur. L'overhook, l'underhook, c'est ça, c'est du contrôle intérieur. Donc en gros, Julien, pour résumer les réflexions que je m'ai mis là, une nouvelle fois, on ne remet pas du tout en cause la qualité du travail que peuvent apporter Reda ou Devonte. Mais est-ce qu'en fait, il aurait dû se buter avec eux à l'entraînement il a affronté Francis, je crois, le 22 janvier 2022. Je vais être caricatural, mais le 25 janvier 2022, il aurait déjà dû être avec Reda et Devonte et on se bute au sol. Oui. Ok. Et encore une fois, moi, j'en viens à ça, mais S'il veut ça, t'as s'il veut Abdul être avec champion, toi. tu vois. Ouais. T'as Abdul avec toi, t'as Reda, t'as Devonte, t'as plein de gars qui sont de très bonne qualité ici. En France, faut pas mésestimer le niveau des sports de combat. En France, on a un très très bon niveau dans les sports de combat et les résultats sont assez intéressants. Et il y a beaucoup de partenaires potentiels pour lui avec lesquels il pourrait travailler. Et encore une fois, oui, je pense que ça fait un bout de temps qu'il aurait dû bosser dessus et que ça fait un bout de temps qu'il aurait dû exactement mettre en place des stratégies. On en revient à John, mais John Jones, ça fait 15 ans qu'il est avec tout ça. Et la situation maintenant, en plus, elle est claire. Il a perdu son deuxième title shot en un an et demi. On l'avait dit, Joe, et tu avais bien raison. Moi, j'étais un peu trop large là-dessus. Tu avais raison, Joe, que c'est une catégorie qui est tellement... Ça va très vite. Ça va très vite et il n'y a tellement pas on va dire, de grands noms en haut que une blessure, un mec qui est forfait pour un combat, ça peut aller vite pour que Cyril retrouve une chance pour la ceinture, en fait, plus vite qu'on pense. Oui, mais attention. D'autant que John Jones, je suis pas sûr qu'il reste très longtemps. Non. Stipe Miocic, ça le motive pour juillet. Ça sera fini. Et après, je pense qu'il n'a pas envie de se taper. Si Francis revient, oui. Voilà, Francis, bien sûr. On la sent écrite, l'histoire. Mais par contre, tu crois qu'il veut aller se taper Curtis Blades ou Pavlovich, John Jones? J'ai pas l'impression. Pavlovich, il sera pour Cyril. Ouais, je pense que si tu lui mets Curtis Blades, Jones, il va préférer aller faire la teuf. Pour le coup. Même Tu face vois. à Pavlovich, il va falloir faire de très gros progrès sur la lutte. Hein. Non, mais là où j'allais venir, derrière pour Cyril, là, si pour l'instant il n'y a pas d'accès vers le titre parce que c'est un peu bouché avec tout ce qui se passe, les Blades, même Pavlovich, comme tu disais, Aspinall s'il revient et qu'il est sur 2 pieds, Jayton Almeida qui arrive, qui est un peu dans l'ombre, là, qui va affronter Rosenstruck, mais qui va arriver très fort, très vite. Il y a plein de galères pour Cyril en fait. Hein. Non, on est sur les profils. Bah, le problème, c'est. Et puis en plus, ils ont tous le blueprint là. Ils savent tous quoi faire en fait, tu vois. En termes de style, ils sont tous capables de faire, peut-être pas aussi rapidement et aussi salement, mais ils sont tous capables de faire à Cyril ce que Jones lui a fait. Hein. Aspinall, il fait ça. Hein. Donc, oui, Aspinall, pour le coup, il est fort au sol. Hein. Il est ceinture noire, c'est pas du chiquet. Non, et tu vois où je veux en venir. En gros, maintenant, si Cyril veut exister dans cette catégorie, il est obligé. Sans avoir les bons match-ups favorables tout le temps comme Lewis ou Tuivasa, on est d'accord qu'il va pas la charbonner comme ça. Au final, c'est encore une fois, les gens faut pas que ça soit sorti de son contexte. C'est grandiose ce qu'il a fait Cyril d'arriver à la ceinture si rapidement. Mais dans son parcours pour la ceinture, il y a Junior Dos Santos, Jairzinho, Volkov, que des mecs qui avaient aucun intérêt. Tu savais très bien qu'ils allaient même pas le tester en lutte. Tu vois ce que je veux dire? Donc le problème, c'est que maintenant qu'il a été testé, ça a été au mauvais moment, ça a été au moment où il fallait justement pas perdre, c'est-à-dire au moment où il fallait gagner la ceinture. Et là, le reste, parce qu'il y a quand même un petit renouvellement générationnel dans la catégorie, c'est que des mecs qui savent lutter. Il pourra plus faire une série qu'avec des strikers comme il l'a fait, à part s'il reprend Tuivasa, mais ça m'étonnerait, il a battu une fois, il n'y a plus aucun intérêt. Mais sur son parcours, jamais il n'avait été testé en lutte. Et je pense que ça lui a donné une fausse confiance. Et le fait de se dire, je suis tellement fort debout que je peux affronter tout le monde, qu'au final, le travail n'a pas été fait. Donc,
Est-ce qu'il continuera à être en tête d'affiche, faire des gros combats, etc.? Évidemment. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, il y a pas de souci là-dessus. Là, quand l'UFC va revenir en L'UFC Paris à septembre, l'automne, c'est lui qui est en c'est tête main d'affiche, hein, event, il y a t'inquiète pas de Ouais. débat là-dessus. Mais attention, il faudra que le match-up soit bien choisi parce que là, contre, tu l'as dit, hein, Pavlovich ou Aspinall ou Almeida, c'est très compliqué. Blade, Blaze, on n'en parle même pas, Ouais, c'est un on en cauchemar. parle c'est un même pas. cauchemar. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu passer par une étape intermédiaire avant Bones, se dire qu'on prend un combat où il va être testé un peu en lutte, mais pas non plus complètement mis en danger pour pouvoir travailler et laisser Bones justement faire son premier combat et voir ce qu'il a dans le bide. C'est intéressant ce que tu dis, mais j'allais rebondir déjà tout à l'heure quand on a parlé un peu de ça, du fait d'avoir pris le combat. Et pour le coup, moi, je pense que tu dis pas non à John Jones, quoi. C'est-à-dire que C'est ça, le même truc, un c'est- mois et demi avant, on te dit, bah, c'est C'est John Jones. excitant. Hein. C'est John Jones le Mm. 4 mars, c'est là ou jamais. Et si tu dis non, bah, peut-être que Blades va prendre ou un autre, et t'auras Non, peut-être pas ta mais chance tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé Ouais. de dire oui. C'est vrai Non, que tu sais pas dire non. l'erreur, Moi, je- elle juste est la pas là. question parce que L'erreur, elle est Pour pas moi, là. c'est pas du tout une erreur d'avoir pris ce combat. L'erreur, elle est pas L'erreur, là. c'est de pas avoir travaillé les Non, mois non, d'avant. Mais- l'erreur, c'est de ne pas avoir travaillé et c'est surtout d'avoir accepté Tai Tuivasa à Paris. Je pense que Parce que ça te met dans pas en danger par rapport à la lutte. dans l'image, dans le projet global, il aurait fallu prendre un autre adversaire. Qui te mettait plus en Qui te danger mettait sur plus la en lutte. danger face à la lutte, que ce soit graduel et progressif. Ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent, mais encore une fois, Internet est invaincu, donc on sait qu'il y a eu des choses qui ont été dites avant. Mais tu sais quoi, Ils savaient qu'ils allaient affronter John Jones. je Ils le dis- savaient à un moment ou à un autre. Cyril, il était dans la shortlist pour affronter John Jones. Mais pas aussi vite. Je pense pas qu'il le voyait. Rappelle-toi en un mois et d'ailleurs, demi. c'est Fernand qui nous avait dit quand il était venu qu'il y avait une clause John Jones dans le contrat entre Cyril et Francis, c'est ça? Que le vainqueur de Cyril Francis allait prendre Jones. Donc il le savait. Bien sûr, bien sûr. Fernand Mais je- est pas bête, en sachant que les relations entre l'UFC et Francis étaient très fraîches, il aurait dû prévoir que Cyril était en pole position. Et à partir de là, tu prépares pas Jones en prenant Tuivasa. Non, mais je pense que Tuivasa, pour le coup, ça allait bien à tout le monde. C'est-à-dire que c'était un bon match-up pour revenir après une C'était défaite, gagnable. pour faire une victoire. Pour l'UFC, c'était parfait pour Paris parce que tu avais quand même une bonne chance que Cyril gagne et que leur main event, ce soit le Français qui régale devant sa salle de 15 000 personnes bondées. Ça leur permettait peut-être d'éteindre un peu la hype Tuivasa parce qu'ils savaient très bien que ça arriverait jamais au titre. Tuivasa, c'est marrant et ça fait des chouilles, mais c'est pas... il y a des limites quand même sur le jeu global, on va dire. Donc je pense que c'était gagnant-gagnant pour tout le monde, Tuivasa à Paris, et que ça allait bien à tout le monde. Mais oui, il n'a pas eu ce test-là sur la route d'un John Jones, en effet. Il n'a pas eu ce test-là. Et là, on rentre dans la partie qui est la plus touchy sur tout ce qu'on s'est dit jusque-là et machin. Ce travail dont on a parlé avec Devonte et Reda, on l'a dit, il y a eu un mois et demi, tu peux avoir les meilleurs profs que tu veux au monde, en un mois et demi, c'est compliqué Impossible. quand même d'apprendre. Et en plus, Joe, tu l'avais dit dans l'épisode qu'on a fait sur John Jones, les doubles visages avec Samir du podcast Octogone, on leur passe le bonjour, allez écouter aussi leur débrief qui est génial, qui a été fait hier. Il était chaud, Omar. Ils étaient chauds. Et dans ce truc-là, dans un moment de nos pronos, tu dis ce que tu as répété tout à l'heure, tu dis, nous, on a quelques échos du camp qui sont pas positifs. Là où on va s'expliquer sur ces échos, c'était pas sur la qualité du travail que fournissent Reda ou Devonte Johnson, c'est plutôt sur le côté multivoix. C'est-à-dire, je vais être clair et net sur les infos qu'on a, c'est-à-dire que Reda ou Devonte pouvaient dire des choses et que pouvait y avoir d'autres discours de l'autre côté ou des nuances apportées à leur travail. Je sais de sources Des sûres nuances, également. des interférences même. Je sais de sources sûres également pour d'autres noms qu'on citera pas parce qu'on respectera, c'est des histoires qu'ils nous ont racontées, mais on respectera l'anonymat des gens qui nous ont pas dit qu'ils voulaient le dire publiquement. D'autres coachs, d'autres grands noms du MMA français passés par le Factory et qui ont eu du mal parce qu'ils nous disaient Fernand est un très bon head coach global, il s'occupe très bien du projet global, mais il s'intègre trop dans l'entraînement, sur des notamment du domaines de sol. compétences qu'il ne maîtrise pas. Il veut trop donner son input sur des choses où c'est moi qui devrais donner puisque c'est moi le spécialiste. Je suis pas à l'entraînement, je peux pas juger et j'espère que une nouvelle fois je lui ouvre la porte, Fernand, c'est ouvert pour qu'on vienne en discuter et que tu nous dises que toi tu nous donnes ton avis et ce que toi t'en penses. Julien, juste si c'est vrai, s'il y a un peu d'interférence côté c'est négatif ça, il faut laisser le spécialiste faire entre guillemets. C'est exactement la discussion que j'avais eue avec Roberto Alencar avec tout ça il y a 10 jours avant le combat de John. On en parlait ensemble et il me disait la difficulté d'un coach grappling lutte dans le cadre du MMA, c'est que notre travail il est parfois interféré ou il est parfois remis en question par le head coach et qu'on peut faire ce qu'on veut dans certains cas, ça marche pas. Il avait ce problème avec Holly Holmes. Il travaillait avec Holly sur énormément de séquences pour aller au sol, pour justement travailler et elle avait un bon niveau au sol. Mais systématiquement, il y avait de l'interférence parce que son point fort, c'était le striking. À la Jackson, on l'envoyait en striking. Et ce genre d'interférence, en fait, ça peut être vraiment préjudiciable dans le cadre de la préparation parce que ça va déterminer le game plan, ça va bloquer les positions, ça va bloquer les entraînements et ça peut en effet être négatif pour la préparation.
C'est sûr, Joe, c'est cette idée. Une nouvelle fois, c'est pas du tout un truc contre, parce que je sais que je connais assez ses réactions sur certaines choses. C'est pas du tout un truc contre Fernand. Moi, par exemple, le débat que beaucoup ouvrent sur les réseaux sociaux depuis dimanche, là, à dire Cyril doit absolument partir de Factory. Mais non. Pas du tout. L'outil Factory, il est génial. L'outil Factory est génial. Ce qu'ils ont créé, la plus belle salle de France de loin. La relation qu'ont Cyril et Fernand, elle est très forte et je trouve qu'elle est bien. Elle peut mener loin parce qu'ils se croient l'un en l'autre, ils se soutiennent l'un C'est un l'autre. conte de fées, hein, là. Exact, c'est très fort la relation qu'ils ont. Je Moi, pense que je Cyril pense est cette très à l'aise fidélité. au Factory. Par contre, ce qu'on veut dire par là, c'est que je pense que l'organisation du travail, peut-être dans leur équipe, peut-être pourrait être plus précise. Que par exemple, quand ça fait du sol, Fernand ne soit pas là, ou se disent qu'il y a un spécialiste comme Craig Jones l'a fait Non, avec mais Volkanovski. on peut aller plus loin aussi. Cédric Doumbé le dit de manière un petit peu méchante et taquine, mais il a raison dans le fond. Fernand ne devrait même pas tenir les PAO à Cyril. Il devrait y avoir des coachs. Ça, moi, de je peux pas très haut juger. Je suis pas niveau coach de combattant. on peut croire quand même un des plus grands kickboxers de l'histoire, s'il le dit. Je le crois plus que moi-même Voilà. sur ça, oui. Donc, je pense que Fernand, en fait, le problème, c'est il y a le syndrome de Dieu tout-puissant. Il a toutes les casquettes. Il est manager, il est organisateur, il est entraîneur. À un moment, il faut savoir déléguer. Il faut savoir surtout reconnaître. Et c'est là où je pointe du doigt avec des mots qui vont peut-être être très durs, mais c'est là où je trouve que Fernand est incompétent. L'incompétence commence à partir du moment où tu n'es pas capable de mettre le doigt sur tes propres faiblesses. Et où tu crois que tu sais faire alors que tu ne sais pas faire. Et tu mets en danger tes combattants parce que c'est pas du foot, c'est pas du tennis. Il y a un vrai risque sur la santé de tes athlètes. Et quand je vois que Fernand fait tout, c'est-à-dire qu'il tient les PAO, qu'il donne les conseils au sol et tout, au bout d'un moment, il faut juste être capable de se regarder dans la glace et de se dire, il y a des choses, je sais pas, je vais demander à quelqu'un. Ou même pas, je ne sais pas, où il y a des choses que je ne fais peut-être pas assez bien. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont être capables de faire ça beaucoup mieux que moi et je vais aller chercher ces compétences. Expliquez-nous pourquoi un mec comme Thomas Loubersan n'est plus au MMA Factory. C'est une vraie question. Expliquez-nous pourquoi l'entraîneur de Jiu-Jitsu de Cyril Gane pour préparer John Jones, il n'y en a pas. C'est Reda et Bones, ce sont des athlètes, ce ne sont pas des coachs. Il y a une différence, Julien, entre être athlète et entraîneur. Alors, Devontae, il est sur la fin, hein, c'est-à-dire qu'il a 30 ans, maintenant il passe en master. Ouais, il a quand même fait la DCC là, tu il a vois. fait la Ouais, DCC. puis il est mais- coach dans sa salle, dans Il le est New coach, Jersey. il a quand même Ouais, sa salle. il est coach en salle Après, au New pour Jersey. Thomas, je pense que Thomas, en effet, tu mets le nom de Thomas sur la table, mais c'est une très très bonne idée parce que pour la lutte et pour. Alors, Il est tu veux- parti, il est tu, parti. tu veux du réflexe de overhook, underhook et lutte en bloc et en défense, Il n'y a pas mieux. tu dis pas mieux. C'est sûrement le meilleur nom en France. Ouais. Et j'avoue que c'est vrai que se dire devant c'était le plus gros combat, on l'a dit ici, de l'histoire du sport français. Mais Enfin, fallait se rabibocher avec Thomas et le ramener. il y a c'est un tout, moment, voilà. Thomas Loubersan, vu le niveau, vu son CV, vu Lui, il ce s'est qu'il bloqué. représente au sol, ça me paraît fou qu'il soit pas dans un camp comme ça, parce que c'est le camp où c'est un camp où pour moi tous les sports de combat français auraient dû être derrière Cyril. Thomas Tu vois, c'est le roi de Cyril veut l'anti-jiu-jitsu. bosser avec Exactement. pour ce camp-là, si Cyril veut bosser avec, je vais dire une grosse bêtise là les gars, hein, mais s'il veut bosser avec Teddy Riner, pour moi il doit bosser avec, tu vois ce que je veux dire, tout le sport de combat Non, français mais doit être derrière Alex, Cyril dans ce camp-là. Thomas, c'est le roi de l'anti-jiu-jitsu. Thomas, c'est le Mourinho de la lutte. Mmh. C'est ça. C'est du C'est jeu pas beau, défensif. c'est pas forcément beau ce qu'il fait, mais en termes d'efficacité, c'est le très haut niveau. Et je pense que là, tu vois, l'intelligence, ça aurait été de se dire bon, on a eu nos différends dans le passé, etc. Allez, Thomas, on a besoin de toi. Il n'y a pas plus compétent que toi en France pour faire ça. Viens. Et on finit sur tout ce débat par la question plus globale à ce sujet-là. Moi, je vois deux chemins parce que Cyril, pour le coup, on l'a dit, c'est une météorite. En 4 ans, il est passé je débute le MMA en 4 ans et demi, été 2018, je débute le MMA. Début 2023, j'affronte John Jones pour la ceinture des lourds. Enfin, faut se rendre compte du parcours, on l'a déjà répété, Joe, mais c'est incroyable. On le verra plus, ça, je pense, pour le MMA français. Il n'a pas pris trop de coups pendant cette montée. Hein. Il a encore sa belle gueule de bon gamin. Aujourd'hui, c'est une superstar en France. Tout le monde le connaît en France. Ma grand-mère, enfin, vous voyez ce que je veux dire, tout le monde sait qui est Cyril Gane. C'est un autre débat. Il attire beaucoup les mecs de cinéma, ces choses comme ça. T'as envie de lui dire, si t'as pas envie dans le fond, vraiment de te faire mal à être Bien champion, sûr. fais encore un ou deux combats, par exemple l'UFC Paris, prends ton truc. Mais moi, je lui en voudrais jamais s'il dit, les gars, je prends mes crics et mes claques, Mais bien sûr. je vais faire mon business à côté, je vais faire du cinéma. Du stream. Je vais faire du stream, je suis très bien, j'ai pas pris de coups, vous voyez, j'ai pas sacrifié ma vie pour le sport de combat, j'ai fait mon nom, et voilà. Par contre, s'il veut vraiment devenir champion, j'ai envie de lui dire, tu fais ce que tu veux, Cyril, mais charbonne. Si tu veux, Non, faut si tu veux ne pas avoir de regrets, faut changer de charbonne. comportement. Faut juste changer de comportement parce que C'est quoi ton avis? Je te redonne après Joe, mais juste sur ce débat-là, tu vois ce que je veux dire? Si tu veux y aller,
il faut y aller à fond. Je suis pas à sa place, donc du coup. Ouais, je sais, pour le coup, je peux pas juger l'homme Je peux et ses choix. comprendre qu'il je à un suis moment d'accord. donné, il a envie de faire de l'argent et de se dire qu'après, enfin, il a une histoire qui est quand même particulière. Il n'a pas eu des conditions géniales à l'origine, donc il se dit maintenant, j'ai de l'argent, je vais en profiter. Il peut avoir envie d'en faire encore un peu. Et il fait ce qu'il veut. Il ouais, fait ce qu'il veut. Après, être champion, il n'y a pas de secret. Être un athlète ou être champion, c'est du sang, des larmes et de la sueur. Il n'y a, pas- il y a aucun secret là-dessus. C'est des heures à l'entraînement, des heures à la salle à se préparer. C'est des déceptions, c'est des pleurs, c'est des victoires, mais il faut charbonner. Il y a pas de débat. Un champion, ça tombe pas du ciel. Moi, je me souviens quand j'ai commencé le jiu-jitsu et d'autres sports de combat, on m'a toujours dit ça tombe pas du ciel. Il faut s'entraîner. Il n'y a rien qui remplace à Joe sur ce débat-là. Moi, je te disais, alors déjà, tu sais, on a souvent cette discussion. On dit c'est du prize fighting, donc si tu gagnes pas, il faut le faire. La raison principale, c'est l'argent. Tu prends des coups, voilà. Si Cyril, son but c'est de se faire de l'argent et qu'il a pas envie d'être champion et de se faire mal, mais on est qui pour le juger Non, en fait personne, je suis Le mec, d'accord. il était au RSA il y a 6-7 ans. C'est pour Donc, ça, l'histoire, elle est nous, belle, mais ce que j'avoue, je on veux dire, blablate par beaucoup, contre- mais... Non, mais par contre, en revanche, là où je vais aller plus loin que toi, là, tu as dit s'il veut être champion, il faut changer, mais il faut changer d'attitude. Mais de A à Z. Son attitude en conférence de presse, elle lui fait pas honneur. Tu vois ce que je veux dire? Le détachement est Le trop. détachement, c'est trop. C'est trop. Alors après, chacun gère la déception, etc., comme il le sent sur le moment. C'est un peu facile de critiquer. Bien sûr, Mais bien je pense sûr. qu'en termes d'attitude, il faut montrer que tu as un peu plus envie. Parce que même si tu as envie au fond de toi, rentrer dans cette posture de détachement, etc., je pense que indirectement, ça te fait pas du bien. Non, mais mentalement. quand dans la Fight Week, John Jones dit deux choses. Quand il dit ils sont contents d'être là, c'est fort. hein, Même comme phrase. l'entraîneur a mis un costard. Ils sont contents d'être là et moi c'est ma vie et moi ils n'ont pas ce chien en eux, cet animal en eux. Je pense que malheureusement il a un peu raison quoi. C'est-à-dire quand je dis ils sont contents d'être là, bien sûr qu'ils vont chercher la victoire et qu'ils allaient chercher. Mais il y a un côté ouais on l'a fait quoi. Moi je me souviens très bien au moment de l'annonce du combat, le MMA Factory fait un post où ils disent on y est, on a réussi, le plus grand combat machin. T'as envie de leur dire le post à ce moment-là c'est les gars on va aller le détruire le 4 mars. T'as l'impression avoir ce combat, c'était déjà la réussite en fait. Réussir, c'est quand on a gagné. Et voilà, alors que réussir, c'est quand on a gagné. Mais une nouvelle fois, je suis personne pour dire ça. Ils font chacun leur choix. Cyril fait son choix, ce qu'il veut dans la vie. Mais si tu veux battre un GOAT, c'est du sang et des larmes. Et moi, à sa place, je comprends. Hein. Je me mets à sa place. Ah, mais total, Là, mais tu total. t'es fait plus de 2 millions. Je sais pas quels seront les chiffres, mais voilà, tu t'es fait Totalement. des millions. Mais moi, je dis, écoutez, m'emmerdez pas. Je vais pas trop m'embêter. Je vais juste continuer à retravailler mon striking, etc. Le prochain combat, je le prends contre un mec qui a 0 lutte. Et puis, je me fais 3-4 combats là-dessus, j'achète 2-3 immeubles, et ciao. Ciao, bonsoir. J'aurais fait ma part du boulot pour que le sport devienne populaire en France. Vous devez être reconnaissant envers moi parce que j'ai mis la lumière sur ce sport que personne n'aimait auparavant. Mais il n'y aura personne pour le juger. Hein. Moi, je ferais exactement ça. C'est un peu comme toi et la Coupe de France CFJJB. Quoi. Voilà, si tu savais. T'as de l'argent dans la vie et puis tu te fais plaisir le week-end. Si tu savais, mon pote, comment je me suis entraîné comme un chien. Ouais. Mais je pense que je me suis même plus entraîné que Cyril. Hein, il s'est entraîné dur, il s'est entraîné très dur. On a la confirmation. Tu savais ce que je me suis infligé? Je ne peux rien dire, on a la confirmation. La du coach. nausée tous les jours et tout, t'es fou. Et un petit mot parce qu'il faut aller le noter sur l'UFC de ce week-end. La carte était géniale. Hein. Au-delà du main event, la carte elle était J'étais top. hyper hypé par la Elle était carte. top de A à Z. Performance de Bonical, le combat Rakhmonov contre Geoff Neal, guerre absolue. Et Rakhmonov nous a montré bien des choses. Retour de Kodinolov. Il va montrer Kodinolov qui va gagner, même si bon, il fait rien sur le dernier combat, sur le dernier round. Non, il savait qu'il avait gagné. Ça, c'est Et puis le choc. Taylor a dû regarder ça parce que c'est que Taylor veut l'affronter. Joe, je sais, ouais, il s'était proposé pour ce combat-là. D'ailleurs, ils auraient d'ailleurs dû prendre plus de Taylor, ça aurait été un plus beau combat. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Je pense que Taylor l'aurait terminé. Et le choc, le 31 inter de cette carte, Valentina Shevchenko pour sa 8e défense de titre, la reine Valentina, championne depuis décembre 2018 chez les Mouches, qui se fait éteindre par Alexa Grasso, la mexicaine, qui devient la 3e mexicaine avec une ceinture après Brandon Moreno et Yair Rodriguez. Choc total. Ça change des choses pour notre Manon Fiorot nationale, hein, puisqu'elle était numéro 1 du classement des challengers. Va y avoir revanche tout de suite. Hein. Grasso l'a confirmé, Shevchenko dit qu'elle la veut. Donc cet été, vous aurez la revanche Shevchenko-Grasso. Match-up dont on reparlera, parce que je suis pas sûr que Shevchenko puisse la prendre. Hein. Enfin, c'est compliqué Grasso, même si elle dominait le combat pour l'instant. C'est brouillon, Grasso. C'est très brouillon, mais c'est... donc ça recule un peu la perspective de title shot pour Manon, mais pour avoir eu le camp de Manon et de Aldric Cassata déjà depuis lors, je peux vous assurer que ça leur va. Ils sont contents, ça fera un combat de retour, puisqu'elle est blessée au genou, ça fera un combat de retour. Attends, mais Alex, il voulait prendre Namajunas. Namajunas possible. Voilà, et l'autre possibilité, c'est Erin Blanchfield, leur petite pépite de 23 ans qui est 3e au classement aujourd'hui. Amenez-nous Blanchfield à Paris en septembre ou octobre et Manon sera ravie de l'éteindre. Namajunas, c'est mieux pour Manon. C'est plus vendeur. En termes de notoriété, etc. Et puis c'est bien, ça lui laisse le temps de se rétablir sur son genou. Mais là, il y a deux possibilités. Soit c'est la fin, parce que
j'ai vu passer un tweet qui était marrant, c'est que Valentina Shevchenko, elle a commencé sa carrière dans les sports de combat à peu près au même moment que Fedor. Ouais, je sais, non, mais je sais qu'elle est T'as sur vu la ça? fin. Et ça, Donc se, voilà. ça se voit d'ailleurs qu'elle est Donc fatiguée. soit c'est la Ouais. fin, soit elle fait comme Georges Saint-Pierre. Ouais, mais t'as raison. Elle perd sa ceinture sur un coup parce qu'au final le combat elle était relativement en contrôle. Elle le perd sur un coup qui a été envoyé, le c'est reprendre derrière. et elle va le reprendre derrière et ça fait que ça ajoute à sa légende. Soit c'est la fin, mais on va savoir très vite. En tout cas, vous voyez, pour savoir, Manon, elle nous a dit clairement, là, quand j'ai eu le téléphone, elle me disait, mais de toute façon, je vais être championne, donc il faut que je batte tout le monde. Donc c'est pas grave qu'on me mette Blanchfield ou autre chose Ouais. devant. Voilà, Très et bel ça, c'est état l'état d'esprit de Manon. Et on aime bien est de Manon d'accord Fiorot. que Manon avec ses deux genoux, Grasso, on n'a pas peur du tout. Grosse déception sur ce. Enfin, c'est un what if, hein. Mais si elle avait pas eu ses blessures, c'était Manon qui affrontait Shevchenko. Et je pense que Elle l'a on plié. sortait avec Manon avec la ceinture sur les épaules de Las Vegas samedi soir. Donc elle nous le refera plus tard, c'est pas grave. En tout cas, aujourd'hui, c'est la seule. En tout cas là, Celle qui est face à la ceinture pour le MMA français, c'est Manon Fiorot aujourd'hui. Encore une fois. Chapeau quand même, merci pour le paraphraser à Cyril Gane pour tout ce qu'il a fait jusqu'à là et sa carrière est pas finie donc on attend de le revoir à la relance sans doute à l'UFC Paris Et cet automne. Fernand, faut venir. Et exactement, et la porte est ouverte pour tous les deux pour discuter de tout ça. Merci Joe pour ce débrief comme d'habitude. Merci Julien, c'est toujours Merci un à plaisir tous de les deux. t'avoir et je pense que c'est pas la dernière, on fera appel à tes lumières. Avec plaisir. Quand on veut pas que pour parler des réussites sportives de Jonathan McCarty, quand même il y a autre chose à dire. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode, mettez-nous des commentaires, des pouces, des étoiles, tout ce que vous voulez, ça nous donne de la force, ça fait progresser le podcast, ça plaît à nos patrons, c'est Là, pas on a en négligeable. plus, nos chiffres sont, Donc, sont les pas chiffres sont dégueux. de plus en plus cool, donc notamment sur YouTube, donc c'est pas mal. Donc n'hésitez pas à faire tout ça et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.